Le sifflement écœurant du liquide heurtant le métal chaud est un son que l'on n'oublie jamais. Il fut immédiatement suivi par l'odeur âcre et piquante de l'ozone brûlé, du silicium en fusion, et par la puanteur indéniable du privilège calciné. Mon moniteur principal a clignoté violemment, projetant des traînées déformées de bleu néon et de lumière blanche crue sur les murs sombres de mon bureau temporaire, avant de devenir complètement et définitivement noir. Les lourds ventilateurs de mon serveur personnalisé à 15 000 $ se sont mis à hurler, dans une tentative désespérée et aiguë de sauver la carte mère. C'était la complainte mécanique d'un matériel à l'agonie. Et puis, il y a eu un silence absolu. Le temps s'est complètement arrêté. Je suis resté figé, ma main reposant encore légèrement sur ma souris sans fil. Mon cerveau luttait pour assimiler l'ampleur de la dévastation qui venait de se produire, en l'espace de 3 battements de cœur. Un verre entier de vin rouge de grande marque venait d'être versé directement dans la grille de ventilation supérieure de mon terminal de travail principal. J'ai lentement levé les yeux de la machine fumante. De l'autre côté de mon bureau en acajou se tenait mon frère de 26 ans, Jess. Il tenait un verre à vin en cristal vide, et ses jointures étaient à peine blanches. Il ne regardait pas la machine en ruine. Il ne regardait pas la fumée qui s'enroulait vers le plafond. Il me regardait droit dans les yeux. « Oh, désolé », a ricané Jess, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle et moqueuse qui fit battre le sang férocement dans mes oreilles. « J'ai accidentellement grillé ton serveur personnalisé. » Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air complètement triomphant. Sa posture était détendue, légèrement penchée en arrière, absorbant mon choc comme une éponge. 10 minutes plus tôt, la soirée avait été parfaitement normale. Jess m'avait coincé dans mon bureau, tandis que le reste de notre famille célébrait en bas le 35e anniversaire de mariage de nos parents. Je m'étais éloigné un instant de la musique jazz assourdissante, du tintement des verres et des conversations familiales forcées pour superviser une migration de sécurité cloud massive pour un client d'entreprise de premier plan. C'était le genre de contrat qui payait le toit au-dessus de ma tête. Jess m'avait suivi dans les escaliers, arborant cette posture arrogante qu'il portait toujours comme un costume sur mesure. Il s'est appuyé contre le cadre de ma porte et a exigé 55 000 $ pour financer sa nouvelle entreprise de crypto-monnaie. Pas demandé, exigé. Il l'a présenté comme une affaire garantie, un jeton décentralisé révolutionnaire qui ferait de lui un millionnaire du jour au lendemain. Il m'a dit qu'il avait juste besoin de mon capital de départ pour lancer le projet. Il ne me parlait pas comme à un frère, mais comme à un distributeur automatique de billets qui était temporairement hors service. Je m'étais détourné de mes écrans, je l'avais regardé droit dans les yeux, et j'avais dit non. J'ai gardé ma voix ferme, professionnelle, et totalement dépourvue d'émotion. Je lui ai dit que son plan d'affaires était une blague. Son étude de marché était complètement inexistante, et je n'allais absolument pas financer ses illusions de richesse rapide sans fournir une seule journée de travail réel. Sa réaction n'a pas été de débattre des mérites de son entreprise. Sa réaction a été de s'avancer, d'incliner son poignet avec une précision délibérée, et de détruire complètement mon gagne-pain. Avant même que je puisse former une seule syllabe, avant que la rage volcanique qui bouillonnait au plus profond de ma poitrine ne puisse se traduire en action physique, ma mère est entrée précipitamment dans la pièce. Elle avait dû entendre le claquement fort et anormal de l'alimentation qui court-circuitait. Elle a jeté un regard affolé à la tour de métal fumante de 15 000 $ sur mon bureau, puis au verre vide de Jess, et enfin à moi. A-t-elle haleté d'horreur devant la destruction? A-t-elle demandé si les données vitales de mon client étaient en sécurité? A-t-elle exigé de savoir à quoi diable Jess pensait? Non. Elle s'est immédiatement interposée entre mon frère et moi, le protégeant instinctivement de son corps, comme si c'était moi qui tenais une arme chargée. Gideon, s'il te plaît, a dit ma mère, sa voix empreinte de ce ton d'exaspération familier et grinçant qu'elle me réservait toujours exclusivement. Elle a tendu la main et a gentiment tapoté l'avant-bras de Jess. Ce n'est qu'un accident. N'en fais pas toute une histoire et ne gâche pas la fête. Il a juste glissé. Je l'ai fixé, la mâchoire si serrée que j'aurais pu me briser les dents. Juste un accident. Ma mère se tenait dans une pièce remplie de l'odeur toxique de l'électronique grillée, regardant un matériel spécialisé d'une valeur de 15 000 $ qui venait d'être intentionnellement assassiné. Et elle écrivait déjà le récit fictif pour protéger son fils prodige. En bas, j'entendais le faible et joyeux bourdonnement de mon oncle riant à une blague. Le monde tournait sur son axe, tout à fait normalement, tandis que toute ma vie professionnelle partait littéralement en fumée sur mon bureau. Un accident, ai-je répété,
ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle était si basse et froide qu'elle semblait étrangère à mes propres oreilles. Jess a penché la tête, son rictus s'élargissant d'une fraction de millimètre. Il savait qu'il avait gagné la bataille. Il savait que maman le protégerait, comme elle l'avait toujours fait, inconditionnellement et sans logique. Il se sentait complètement invincible. Mais ce qu'aucun d'eux ne comprenait à cet instant précis, alors que les dernières volutes de fumée grise s'enroulaient vers le ventilateur de plafond, c'est que le grésillement de cette carte mère en train de brûler n'était pas seulement la mort d'un serveur. C'était le son de moi en train de couper les ponts. C'était l'étincelle qui a allumé un feu qu'il ne pourrait jamais espérer éteindre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup de poing, même si chaque fibre musculaire de mes bras picotait de l'envie primitive d'effacer ce sourire suffisant de son visage. Je n'ai même pas pointé un doigt tremblant dans sa direction. Je leur ai simplement tourné le dos, j'ai ouvert le tiroir inférieur de mon bureau, j'ai attrapé une serviette en microfibre bleue, et j'ai commencé la tâche totalement inutile d'essuyer le vin rouge renversé sur le boîtier extérieur en aluminium de la machine morte. Tandis que j'essuyais méthodiquement le métal humide et collant, un poids lourd et suffocant m'oppressait la poitrine. Ce n'était pas seulement la perte financière du serveur. J'avais l'argent pour le remplacer. C'était la prise de conscience écrasante et indéniable que ce moment n'était que le grand final d'une vie entière de moments identiques et démoralisants. En regardant l'écran noir, mon esprit a involontairement parcouru les sombres couloirs tapissés de mon propre musée personnel de la douleur. Une galerie exposant des décennies de cruauté désinvolte de Jess et les excuses écœurantes et sans fin de mes parents. La pièce à conviction a été parfaitement conservée sous le verre de ma mémoire. J'avais 18 ans. J'avais raclé chaque centime que j'avais gagné en travaillant des nuits épuisantes dans un restaurant miteux du centre-ville, sentant constamment les frites rances et l'eau de javel, juste pour acheter un costume d'occasion bon marché pour un entretien crucial pour une bourse d'études universitaires. C'était mon unique porte de sortie, ma seule chance de payer les frais de scolarité sans me noyer dans les dettes. Le matin de l'entretien, je suis entré dans ma chambre et j'ai trouvé le costume en lambeaux sur le sol. Jess, qui avait 10 ans à l'époque, était assis en tailleur à proximité avec une paire de gros ciseaux à tissu, affirmant fièrement qu'il s'entraînait pour devenir un grand couturier. J'avais manqué l'entretien. Quand j'ai apporté le tissu en ruine dans la cuisine, ma mère a simplement soupiré, lui a retiré les ciseaux, et m'a dit, « Il exprime juste sa créativité, Gideon. Tu n'aurais pas dû le laisser à sa portée. Tu peux toujours trouver un autre costume. » Elle n'a pas offert un seul dollar pour le remplacer. La pièce à conviction B était encore plus vivace, peinte des lumières rouges et bleues clignotantes d'une voiture de police. J'avais 25 ans, je travaillais 80 heures par semaine comme analyste système junior, survivant au café noir et à la pure volonté. J'avais enfin acheté une Honda Civic d'occasion fiable pour me rendre en ville pour mon travail. Jess, 19 ans et profondément imprudent, avait pris mes clés sur le comptoir de la cuisine sans permission pendant que je dormais et avait enroulé l'avant de ma voiture autour d'un poteau téléphonique en béton à 2 heures du matin. Quand la police a appelé, mon père m'a pris à part dans le couloir du commissariat, le visage blême de panique, et m'a pratiquement supplié à genoux de ne pas porter plainte pour vol de voiture. « C'est ton frère » avait plaidé mon père, ses mains tremblant alors qu'il me saisissait les épaules. Un casier judiciaire ruinera sa vie avant même qu'elle ne commence. Garde ça en famille, Gideon. On ne traîne pas sa propre chair et son propre sang devant les tribunaux. J'ai cédé. J'ai fini par payer moi-même la franchise d'assurance colossale de $3000. J'ai travaillé les week-ends pendant une année entière pour effacer une dette qui n'était pas la mienne. La pièce à conviction c'est été le souvenir le plus silencieux, mais peut-être le plus creux et le plus dévastateur. J'avais 30 ans. Je venais d'acheter ma première maison, une modeste demeure de 3 chambres en banlieue, mais c'était la mienne. Elle avait été achetée avec des années d'économies acharnées, en sautant les vacances, en conduisant une voiture cabossée, et en vivant de nouilles instantanées bon marché. J'étais la première personne de notre famille immédiate à posséder une maison sans un énorme prêt bancaire suspendu au-dessus de ma tête. J'avais invité toute la famille pour une pendaison de crémaillère. J'ai cuisiné un énorme rôti pendant 2 jours. J'ai mis la table avec de vrais couverts en argent. J'ai attendu jusqu'à minuit, regardant les lampadaires à travers la fenêtre du salon. La nourriture a refroidi. Personne n'est venu. Quand j'ai finalement appelé ma mère, sa voix était désinvolte, distraite par le son d'une télévision en arrière-plan. « Oh, Gideon, je suis tellement désolé. Nous n'avons pas pu venir.
Jess a eu une très mauvaise rupture ce matin, et il était complètement anéanti. Nous avons dû l'emmener à ce festival de musique en plein air qu'il voulait voir pour lui remonter le moral. Tu comprends, n'est-ce pas? Ta maison ne va pas s'envoler. J'avais mangé du roast-beef froid seul sur mon nouvel îlot de cuisine, écoutant le silence de ma maison vide. Le contraste était si brutal que respirer faisait physiquement mal. Il prétendait toujours que Jess traversait une période difficile, qu'il essayait de trouver sa place dans un monde dur, qu'il avait juste besoin d'une chance de plus pour faire ses preuves. Mais mon succès, bâti sur des semaines de travail de 90 heures, des nuits blanches à coder des architectures de sécurité jusqu'à ce que mes yeux saignent et à sacrifier toute ma jeunesse, était traité comme s'il était tombé du ciel par magie. Pour eux, mon argent n'était pas le résultat d'un travail acharné. C'était une ressource familiale commune que j'accaparais égoïstement et avec arrogance. J'ai arrêté d'essuyer le serveur. La serviette bleue était tachée de rouge foncé. Jess était toujours près de la porte, attendant que j'explose. Il voulait désespérément que je crie, pour pouvoir me traiter de fou. Il voulait que je l'insulte pour que ma mère puisse me réprimander pour mon mauvais langage et me transformer instantanément en méchant de la soirée. Cette famille suivait toujours un scénario strict. Jess fait une bêtise. Je réagis avec une colère justifiée. Ils me punissent pour avoir réagi, et Jess est réconfortée pour s'être fait crier dessus. Mais ce soir, j'ai décidé de prendre leur scénario familial sacré et de le passer directement dans une déchiqueteuse industrielle. J'ai jeté la serviette en microfibre imbibée de vin dans la poubelle en plastique à côté de mon bureau. Elle a atterri avec un bruit sourd et lourd qui a semblé résonner dans le silence soudain de la pièce. Je me suis retourné lentement et j'ai fait face à ma mère et à mon frère. Mon visage était complètement vide. J'avais pris chaque once de rage, chaque lambeau de trahison, et chaque souvenir d'injustice, et je les avais enfermés dans un lourd coffre-fort d'acier au plus profond de mon esprit. Je n'ai laissé aucune micro-expression trahir ce que je ressentais. Profiter de la fête, ai-je dit. Ma voix était parfaitement égale. Pas une once de colère, pas un tremblement de tristesse, juste de l'air froid et vide. Le rictus de Jess a vacillé une fraction de seconde. Il a nerveusement déplacé son poids d'un pied à l'autre. Ce n'était pas la réaction qu'il avait anticipée. Il s'était préparé à une dispute, pas à un état émotionnel complètement plat. Ma mère a semblé instantanément confuse, ses mains s'agitant maladroitement dans l'espace entre nous, comme si elle essayait d'attraper des mots qui n'avaient pas été prononcés. Gideon, est-ce que ça va, a-t-elle demandé, une hésitation soudaine et inhabituelle dans sa voix. Je ne lui ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé. Je suis simplement passé devant eux, mon épaule effleurant brièvement le bras de Jess, et je me suis dirigé directement vers le couloir. J'ai descendu les escaliers recouverts de moquettes, je suis passé devant le salon où mon père se versait un autre verre, devant la salle à manger où ma tante riait bruyamment. Je n'ai pas pris mon manteau dans le placard. Je n'ai dit au revoir à personne. Je suis juste sorti par la porte d'entrée, j'ai respiré l'air frais et vif de la nuit de l'Illinois, je suis monté dans ma voiture, et j'ai démarré le moteur. Le trajet de retour jusqu'à ma maison a duré 45 minutes, et j'ai conduit dans un silence complet et absolu. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas baissé les vitres pour sentir la brise. J'ai juste gardé les deux mains fermement sur le volant, regardant les lampadaires jaunes balayer rythmiquement le tableau de bord, projetant de longues ombres mouvantes à l'intérieur de l'habitacle sombre de la voiture. Autrefois, ma poitrine se serait douloureusement resserrée d'anxiété après un conflit familial. Mon cœur se serait emballé, et j'aurais répété obsessionnellement des arguments dans ma tête, pensant à des phrases parfaitement ciselées pour expliquer ma version, pour leur faire enfin comprendre à quel point ils m'avaient blessé. J'aurais agonisé en rédigeant de longs SMS émotionnels que je fixerais pendant 1 heure avant de finalement les effacer. J'aurais essayé de réparer les choses. Mais cette nuit était profondément différente. Il n'y avait pas d'anxiété. Il n'y avait pas ce besoin désespéré et enfantin d'être compris par des gens qui s'acharnaient à ne pas me comprendre. Il n'y avait qu'une clarté glaciale et cristalline qui s'installait dans mon cerveau comme de la neige fraîche. Leur crier dessus était inutile. Mendier un respect élémentaire était une perte totale d'oxygène. Ils ne parlaient pas le langage des limites, de la logique ou du respect mutuel. Ils ne parlaient que le langage de l'accès, du droit acquis et de la commodité. J'avais passé 34 ans à être le filet de sécurité fiable, le distributeur de secours,
le pilier invisible et non apprécié qui soutenait tranquillement leur vie confortable pendant qu'ils érodaient nonchalamment mes fondations. J'ai garé ma voiture dans mon allée et j'ai serré le volant en cuir jusqu'à ce que mes jointures craquent. J'ai levé les yeux vers les fenêtres sombres et silencieuses de ma propre maison. J'ai réalisé à ce moment-là que ma colère, si elle restait brûlante et explosive, ne ferait que me consumer. Elle me ferait paraître instable. Mais un calcul froid et méthodique pourrait réduire en cendres tout leur écosystème parasitaire. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée, je suis allé directement à ma cuisine sans allumer les lumières principales, et je me suis versé un grand verre d'eau glacée du réfrigérateur. Je l'ai bu lentement, sentant le liquide glacial couler dans ma gorge, m'ancrant dans la réalité du moment présent. Puis je suis entré dans mon bureau permanent, j'ai allumé mon ordinateur portable de secours crypté, et j'ai fait craquer mes doigts. Le temps des discussions, des négociations et de l'espoir d'une famille aimante était définitivement révolu. Que feriez-vous si votre famille détruisait votre gagne-pain puis s'attendait à ce que vous souriez et vous excusiez de les avoir mis mal à l'aise? Avez-vous déjà atteint un point de rupture où le silence était votre seule arme? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Parce que ce que j'ai fait ensuite est quelque chose que les gens ne font généralement que rêver de faire lorsqu'ils sont poussés à bout. L'horloge numérique sur le mur de mon bureau indiquait exactement 1 heure du matin. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement rythmique du ventilateur de mon ordinateur portable de secours. J'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe principal, m'authentifiant avec une analyse biométrique et une clé de sécurité physique. Il était temps de sectionner systématiquement chaque cordon ombilical numérique et financier que ma famille m'avait attaché au fil des ans. J'ai commencé par les cibles faciles, les services de streaming. Pendant des années, j'avais payé pour l'abonnement Premium Ultra HD multi-écran de Netflix, Amazon Prime, Hulu et HBO Max. Mes parents les utilisaient quotidiennement pour leurs émissions du soir. Jess vivait pratiquement sur mes comptes, partageant mes mots de passe avec son défilé de petites amies et d'amis profiteurs. Je me suis connecté à Netflix en premier. J'ai navigué vers les paramètres de sécurité. J'ai cliqué sur « Se déconnecter de tous les appareils », regardant la confirmation s'afficher que 4 télévisions différentes et 3 téléphones venaient d'être mis hors ligne. Puis j'ai changé le mot de passe pour une chaîne de 32 caractères alphanumériques absurdes, générés aléatoirement. J'ai vu la bannière de confirmation verte apparaître en haut de l'écran. C'était comme prendre une grande bouffée d'air frais après avoir été submergé sous l'eau pendant une décennie. Ensuite, ce fut le tour d'Amazon Prime. Déconnexion de toutes les sessions. Changement de mot de passe. Authentification à 2 facteurs activés, liés exclusivement à mon numéro de téléphone personnel. Fini la livraison gratuite en 2 jours pour les achats impulsifs de maman. HBO Max, Hulu, Spotify, même l'abonnement premium à Adobe Creative Cloud que j'ai utilisé pour prétendre être un graphiste freelance. Annulé, révoqué, verrouillé à double tour. Mais leur couper le divertissement n'était que l'apéritif. Je suis passé au plat de résistance. Quand j'avais 22 ans et que je sortais tout juste de l'université, ma mère m'avait convaincu d'ouvrir une carte de crédit conjointe avec elle, prétendant que cela m'aiderait à construire mon historique de crédit et servirait de fonds d'urgence pour la famille en cas de crise médicale. Au fil des ans, j'avais discrètement remboursé des milliers de dollars d'urgence qui ressemblaient généralement de manière remarquable à de nouveaux appareils électroménagers haut de gamme pour leur cuisine, des réparations de voitures de luxe pour mon père, ou des billets d'avion de dernière minute pour que Jess parte en voyage de ski. Je me suis connecté à mon portail bancaire principal. J'ai navigué vers les paramètres de la carte de crédit conjointe. Je n'ai pas seulement gelé le compte. J'ai déclaré la carte perdue, j'ai demandé une nouvelle carte avec un nouveau numéro à envoyer exclusivement à ma boîte postale privée de l'autre côté de la ville, et j'ai immédiatement soumis les documents pour retirer ma mère en tant qu'utilisatrice autorisée. Le compte était maintenant uniquement le mien, verrouillé derrière un nouvel ensemble de questions de sécurité. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur mon portail d'assurance maladie et je me suis formellement retiré de la police familiale, optant pour l'activation du régime individuel premium de mon employeur à la place. J'ai démêlé mon nom de leur forfait de téléphonie mobile familiale, en me connectant au site web de l'opérateur et en payant de ma poche les frais de résiliation anticipés de 400 $ pour ma ligne, juste pour être complètement libéré de leur cycle de facturation. À 3 heures du matin, mes yeux brûlaient, mais mon esprit était plus vif que jamais. J'avais réussi à changer 42 mots de passe différents, à sécuriser 7 comptes financiers, et à effacer efficacement mon empreinte numérique et financière de leur vie.
J'ai fermé l'ordinateur portable avec un clic satisfaisant, je me suis adossé à mon fauteuil ergonomique en cuir, et j'ai laissé échapper une longue et lente respiration qui semblait emporter des années de stress hors de mes poumons. Je suis allé me coucher et j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve, meilleur que celui que j'avais eu en une décennie. À exactement 6h15 du matin, mon téléphone a vibré agressivement sur la table de chevet. J'ai ouvert un œil. L'écran lumineux brillait dans la pièce sombre, illuminant le plafond. C'était un SMS de Jess. Frérot, pourquoi je peux pas me connecter à Netflix? Le mot de passe a été réinitialisé ou quoi? Envoie-le. J'ai fixé le plafond et je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre SMS a vibré. Et, Amazon demande un code de sécurité envoyé sur ton téléphone. Je dois commander des compléments alimentaires. Envoie le code. Je me suis lentement assis, j'ai pris le téléphone, je l'ai déverrouillé, et j'ai tapé ma réponse avec une lenteur délibérée, m'assurant que chaque mot était parfait. Tu ne paies pas pour ça. Tu ne l'utilises pas. Bienvenue dans la réalité. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai immédiatement mis le téléphone en mode silencieux, je l'ai retourné face contre la table de chevet, et je me suis retourné pour me rendormir. Les parasites étaient enfin coupés, mais je savais sans l'ombre d'un doute que l'hôte allait se réveiller complètement furieux. À 10h du matin, mon téléphone s'était officiellement transformé en zone de guerre numérique. Le silence paisible dont j'avais joui pendant la nuit a été entièrement brisé par un barrage incessant et continu de messages, de mentions et d'appels manqués. Les singes volants avaient été pleinement déployés par le fils prodige. Ma mère a été la première à lancer une frappe. Elle a évité les SMS et a laissé 3 longs messages vocaux en l'espace de 15 minutes. J'ai écouté le dernier en préparant une grande cafetière de café noir dans ma cuisine. Sa voix tremblait, atteignant ce ton parfait et étudié de dévastation fabriquée qu'elle avait peaufiné au fil des ans. Gideon, je n'arrive tout simplement pas à croire que tu nous fasses ça, a-t-elle dit, son souffle s'accrochant dramatiquement au microphone. Éteindre les comptes de télévision, annuler ma carte de crédit d'urgence sans même la courtoisie d'un appel téléphonique. Juste parce que ton frère a eu un tout petit accident avec ton ordinateur hier soir, tu te montres incroyablement mesquin, vindicatif et cruel. Nous sommes une famille, Gideon. La famille ne se punit pas pour des choses matérielles idiotes. Tu dois me rappeler immédiatement et arranger ça avant que ton père ne se mette vraiment en colère. J'ai supprimé le message vocal sans une seconde de réflexion. Chose matérielle. Un équipement professionnel hautement spécialisé et personnalisé de 15 000 $ n'était qu'une chose matérielle idiote, quand son précieux fils prodige était celui qui l'avait intentionnellement détruit. Ensuite sont venues les notifications du groupe de discussion. Ma tante Amara, qui vivait à 2 États de là, dans l'Ohio, et qui n'avait pas pris la peine de m'appeler pour mon anniversaire depuis 5 années consécutives, avait soudain une multitude d'opinions sur ma moralité. Gideon, ta mère vient de m'appeler en pleurant hystériquement, a tapé Amara dans le grand groupe de discussion familiale, s'assurant que les 20 parents pouvaient le voir. Tu as tout cet argent et tu agis de manière si hautaine, regardant tout le monde de haut. Tu devrais aider ton frère à se lancer, pas essayer de ruiner sa vie et d'humilier tes parents pour son stupide ordinateur portable. Tu ne peux pas emporter ton argent dans la tombe, tu sais. Sois plus grand que ça. Puis est venue la pièce de résistance. Jess a publié une story dramatique sur son compte Instagram public. C'était un écran noir uni avec un petit texte blanc tragique, parfaitement centré au milieu. C'est fou comme l'argent change les gens. Tu penses que ta propre chair et ton propre sang soutiendraient tes rêves et t'élèveraient, mais au lieu de cela, ils essaient de te rabaisser parce qu'ils sont jaloux de ton potentiel. Couper les ponts avec sa propre famille pour économiser quelques dollars, ce n'est pas mon genre. Trahi autodidacte famille toxique passe autre chose, j'ai lu le message, j'ai pris une gorgée de mon café noir, et j'ai littéralement éclaté de rire dans ma cuisine vide. L'illusion pure et simple de se qualifier d'autodidacte tout en piquant une crise pour avoir perdu l'accès au compte Netflix de quelqu'un d'autre était presque impressionnante dans son absurdité. Pendant qu'ils étaient occupés à piquer des crises numériques sur les réseaux sociaux pour des abonnements de streaming à 50 $, je faisais des mouvements dans le monde réel qui comptaient vraiment. Je me suis habillé, je suis monté dans ma voiture, et je suis allé directement chez le plus proche distributeur d'électronique de niveau entreprise de la ville. Je n'ai pas hésité ni regardé les étiquettes de prix. J'ai dépensé 25 000 $ dans un tout nouveau cluster de serveurs cryptés de qualité militaire. Il était largement supérieur à celui que Jess avait détruit, capable de gérer le triple de la charge de données.
J'ai payé la totalité, j'ai chargé les lourdes boîtes en carton dans le coffre de ma voiture, et je suis rentré chez moi. J'ai passé tout l'après-midi à installer méticuleusement le nouveau matériel dans mon bureau. En câblant les connexions à fibre optique et en démarrant les systèmes d'exploitation, j'ai créé un nouveau répertoire principal sur mon disque primaire fortement crypté. J'ai nommé le dossier « Projet table rase ». Je ne construisais pas seulement un nouveau réseau. Je construisais un dossier juridique en béton. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à compiler ce que j'appellerai plus tard le classeur. J'ai documenté l'heure et la date exacte de la destruction du serveur. J'ai sorti les reçus d'achat originaux du matériel en ruine pour établir la valeur financière. J'ai pris des captures d'écran en haute résolution des SMS menaçants de Jess exigeant les 55 000 $. J'ai pris des captures d'écran des messages insultants de Tante Amara et de la publication Instagram pathétique et diffamatoire de Jess. Je rassemblais discrètement des munitions. S'ils voulaient me peindre comme le méchant au cœur de pierre dans leur petit drame familial, j'allais m'assurer que les preuves tangibles racontent une histoire complètement différente et indéniable. J'étais en train d'organiser méticuleusement le dossier numérique quand mon logiciel de récupération de données en arrière-plan a sonné avec un carillon fort. Il avait enfin terminé de scanner le disque dur humide et légèrement carbonisé que j'avais soigneusement récupéré de l'épave de l'ancien serveur. J'ai cliqué pour ouvrir les fichiers récupérés, espérant voir si les données de migration cloud de mon client étaient intactes. Mais ce que j'ai trouvé, caché au plus profond des journaux du serveur, a instantanément glacé le sang dans mes veines. Le disque récupéré était un désordre chaotique de données fragmentées, de fichiers corrompus et de codes cassés. Mais mon logiciel de forensique spécialisé reconstituait lentement les morceaux. En parcourant les journaux système pour évaluer l'étendue réelle des dégâts, mes yeux ont capté quelque chose de complètement déplacé. Il y avait un pic massif et soutenu de trafic réseau sortant qui s'était produit exactement pendant que j'étais hors de la ville pour assister à une conférence sur la cybersécurité le week-end précédent. Quelqu'un avait routé à distance une quantité incroyable de trafic IP via mon serveur personnalisé. J'ai froncé les sourcils, me penchant plus près du moniteur, mes doigts volant sur le clavier mécanique. C'était un réseau privé, hautement sécurisé, de niveau entreprise. Je le surveillais constamment. La seule façon possible pour quelqu'un de se greffer sur ma bande passante et de contourner les pare-feux externes était d'avoir un accès physique prolongé à la machine elle-même pour installer un protocole de porte dérobée caché. Accès physique. La maison. Mon frère Jess. J'ai creusé plus profondément dans le code, isolant les paquets de données anormaux et traquant leur historique de routage. J'ai tracé les IP de destination. Le trafic n'était pas seulement des téléchargements aléatoires. Il provenait d'un secteur de partition caché sur le serveur lui-même, hébergeant activement une série de pages web lourdement cryptées. J'ai lancé un algorithme de déchiffrement par force brute, contournant sans effort les mesures de sécurité bâclées et amateurs que celui qui avait mis cela en place avait utilisées. Quand le premier document déchiffré s'est ouvert sur mon écran, tout l'air a violemment quitté mes poumons. C'était un document PDF brillant et conçu par des professionnels, intitulé « Nexus Coin, l'avenir de la finance décentralisée, livre blanc d'investissement pour l'offre initiale de pièces ». C'était le projet de crypto-monnaie de Jess. Mais en lisant les paragraphes, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une idée commerciale stupide et naïve. C'était une escroquerie prédatrice hautement sophistiquée et entièrement fonctionnelle. Le document promettait des rendements impossibles et garantis aux investisseurs, utilisait des analyses de marché entièrement fausses, et était clairement conçu pour inciter des investisseurs amateurs et vulnérables à virer des milliers de dollars dans un portefeuille numérique offshore intraçable. Et puis j'ai fait défiler jusqu'à la 3e page, la section de l'équipe de direction. Il y avait une photo de Jess, très élégant dans un costume que j'ai reconnu comme l'un de mes anciens, fièrement présenté comme le président-directeur général. À côté de lui, il y avait une photo d'un gars nommé Zayn, l'ami notoirement louche de Jess qui avait un historique de petits vols, présenté comme le directeur financier. Et juste en dessous d'eux, occupant la section la plus grande et la plus proéminente de la page, se trouvait ma photo de profil professionnel de LinkedIn. Sous mon visage, en lettres grasses et indéniables, il était écrit « Gideon, directeur de la technologie et architecte de sécurité en chef ». Mon estomac s'est noué. Sous mon nom se trouvait une biographie lourdement fabriquée, détaillant mon véritable historique de travail, mes certifications réelles de l'industrie, et ma réputation réelle dans la communauté technologique. Le document affirmait explicitement que je vérifiais, développais et garantissais personnellement la sécurité du réseau blockchain de Nexus Coin.
Il y avait même une version numériquement falsifiée et très convaincante de ma signature au bas d'une fausse lettre d'approbation de sécurité, promettant aux investisseurs que leurs fonds étaient en sécurité sous ma surveillance. J'ai repoussé ma chaise du bureau, mes mains tremblant légèrement alors que la réalité horrifiante s'installait. Jess ne m'avait pas seulement demandé avec arrogance 55 000 $. Il utilisait déjà secrètement mon serveur pour héberger son opération frauduleuse, sachant que mon adresse IP lui donnerait une légitimité technique. Il utilisait activement mon nom, mon visage, et ma réputation professionnelle durement gagnée pour commettre une fraude électronique fédérale à grande échelle. Si cette arnaque tournait mal, et elle le ferait absolument, probablement en quelques semaines, les investisseurs en colère ne s'en prendraient pas à Jess, le jeune de 26 ans sans le sou et sans actif. Ils s'en prendraient directement au directeur de la technologie. Il viendrait me chercher. La Security and Exchange Commission, SEC, viendrait me chercher. Ma carrière serait instantanément et définitivement détruite. Je pourrais faire face à une véritable peine de prison pour un crime dont j'ignorais même l'existence. La colère que j'avais enfermée dans le coffre-fort d'acier s'est soudainement libérée. Mais elle n'était pas brûlante et bruyante. C'était le zéro absolu. Le fait que Jess verse du vin sur mon serveur n'était pas seulement un acte de vengeance mesquine et enfantine parce que j'avais dit non à sa demande. C'était un acte de panique extrême et calculé. Il savait que j'allais mettre à jour le logiciel de sécurité des systèmes cette nuit-là. Il a détruit la machine dans une tentative désespérée de cacher les preuves numériques de son crime. Il avait essayé de réduire toute ma vie en cendres pour se réchauffer les mains. J'ai pris mon téléphone, ma main maintenant parfaitement stable, et j'ai composé le numéro d'urgence de mon avocat d'entreprise personnelle. Il était temps d'arrêter de jouer en défense avec ces gens. Il était temps de larguer la bombe. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent et que vous voulez voir comment j'ai légalement et systématiquement démantelé toute cette arnaque, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner à notre chaîne, et laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre un public plus large. Et je vous apprécie tous énormément. Le soleil du matin commençait à peine à poindre sur la ligne d'horizon de Chicago quand je suis enfin sorti de ma maison, portant une mallette en cuir épaisse et lourde. À l'intérieur de cette mallette se trouvait une pile de 300 pages de preuves irréfutables fraîchement imprimées. Ce n'était plus seulement une collection de griefs. C'était une arme chargée, et j'avais besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à la pointeur. J'ai conduit jusqu'à un restaurant calme et faiblement éclairé en périphérie de la ville et je me suis glissé dans une banquette d'angle. 10 minutes plus tard, mon oncle Merrick a franchi la porte. Merrick était le frère cadet de mon père, mais il n'aurait pas pu être plus différent. Alors que mon père était un homme passif qui évitait les conflits à tout prix, Merrick était un propriétaire d'entreprise vif et pragmatique qui avait bâti une société de logistique à partir de rien. Il était la seule personne de toute notre famille élargie qui voyait clair dans la surprotection toxique de ma mère et la manipulation sans fin de Jess. Il était le seul qui m'ait jamais pris à part lors des réunions de famille pour me dire qu'il était fier de mon travail acharné. Merrick s'est assis en face de moi, a commandé un café noir, et a jeté un coup d'œil au cerne sous mes yeux. Il n'a pas demandé comment s'était passée la fête d'anniversaire. Il a juste regardé la lourde mallette posée sur la table. « Qu'est-ce qu'il a fait cette fois, Gideon » a demandé Merrick, sa voix basse et sérieuse. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ouvert la mallette, j'ai sorti le gros classeur, et je l'ai fait glisser sur la table plastifiée. Pendant les 45 minutes suivantes, le seul son dans notre cabine fut le bruissement du papier et le cliquetis des tasses de café. J'ai regardé le visage de Merrick se transformer. Cela a commencé par un froncement de sourcils de dégoût en lisant les journaux du serveur détruit et les SMS exigeant les 55 000 $. Mais quand il a atteint les pages déchiffrées du livre blanc de Nexus Coin, son visage est devenu complètement blême. Il a fixé la signature falsifiée sous mon nom pendant une longue et lourde minute. Quand il a finalement fermé le classeur, il a repoussé sa tasse de café. Ses mains tremblaient réellement. Gideon, a murmuré Merrick en se penchant sur la table. Ce n'est plus un drame familial. C'est un crime fédéral. Si la Security and Exchange Commission avant de cela, ou si l'un de ces investisseurs naïfs perd les économies de sa vie et décide de poursuivre l'équipe de direction, c'est ton nom qui est en jeu. C'est toi qui as les actifs réels. Jess t'utilise comme un bouclier humain pour une opération de fraude électronique. Je sais, ai-je dit, ma voix étrangement calme. C'est exactement pour ça que je t'ai appelé.
Je voulais m'assurer que je ne surréagissais pas avant de frapper un grand coup. Méric m'a regardé droit dans les yeux. Surréagir? Gideon, tu dois détruire l'opération de ce gamin maintenant. Aujourd'hui. Si tu ne mets pas le feu à ça, il va te traîner directement dans un pénitencier fédéral. N'écoute pas ta mère. N'écoute pas ton père. Protège-toi. Entendre ces mots du seul membre de la famille que je respectais fut la dernière validation dont j'avais besoin. J'ai remercié Méric, j'ai payé le café, et je me suis rendu directement aux bureaux élégants du centre-ville de mon avocat d'entreprise, Ethan. Ethan et moi avons passé 4 heures angoissantes à rédiger les documents juridiques les plus impitoyables et les plus solides de toute ma vie. Nous avons rédigé une mise en demeure formelle qui menaçait essentiellement d'ensevelir Jess et son partenaire Zayn sous des litiges civils pour le reste de leur vie s'ils ne retiraient pas immédiatement mon nom, mon image et mes qualifications professionnelles de tout leur support marketing frauduleux. Nous avons également préparé un affidavit sous serment déclarant que je n'avais aucune implication, connaissance ou intérêt financier dans Nexus Coin. C'est agressif, a noté Ethan, ajustant ses lunettes alors qu'il imprimait les copies finales sur du papier juridique épais. Mais étant donné l'ampleur de la responsabilité à laquelle il vous expose, c'est entièrement nécessaire. Voulez-vous que je l'envoie aux autorités? Pas encore, ai-je répondu, en plaçant soigneusement les documents dans ma mallette. Je veux lui donner une chance de le démanteler lui-même d'abord. Si je vais à la police maintenant, mes parents passeront le reste de leur vie à dire à tout le monde que j'ai envoyé mon frère en prison par jalousie. J'ai besoin qu'il voie d'abord qui il est vraiment. Quand je suis finalement retourné à mon bureau ce soir-là, épuisé mais complètement résolu, mon téléphone a sonné avec une notification par email. C'était du grand client d'entreprise dont je gérais la migration de données lorsque Jess a détruit ma machine. Malgré le chaos, mes systèmes de sauvegarde avaient maintenu la migration en parfait état de marche. L'email était un renouvellement officiel de contrat et une extension des services. Ils étaient si impressionnés par mes protocoles de sécurité sans temps d'arrêt qu'ils m'offraient un nouveau contrat exclusif de 2 ans. La valeur totale était de 250 000 $. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le chiffre sur l'écran. 250 000 $, gagnés grâce à des années d'études, de travail acharné, et à la construction d'une réputation professionnelle sans faille. Pendant ce temps, mon frère risquait la prison fédérale, en essayant de voler une fraction de ce montant par des mensonges et de la tromperie. Le contraste ironique était presque poétique. J'ai signé le contrat numérique, j'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis allé dormir. Les armes étaient affûtées. L'armure était en place. L'heure de la guerre avait sonné. 3 jours passèrent. La tension dans ma vie ressemblait à un ressort étroitement enroulé, prêt à se rompre à tout moment. J'avais les documents juridiques prêts à être lancés, mais j'attendais le moment parfait pour frapper. Dans toute stratégie offensive réussie, le timing est tout aussi crucial que la puissance de feu. Je ne voulais pas simplement envoyer une lettre. Je voulais démanteler tout l'écosystème frauduleux de Jess d'un seul coup dévastateur. L'univers, semblait-il, était entièrement de mon côté. L'occasion parfaite s'est présentée un jeudi après-midi sous la forme d'un appel téléphonique inattendu d'un homme nommé Monsieur Corbin. Monsieur Corbin était un gestionnaire de fonds d'investissement extrêmement riche et très respecté dans la région de Chicago. Il était aussi un vieil ami d'université de mon père. Nous n'étions pas incroyablement proches, mais il avait assisté à ma remise de diplôme universitaire et avait toujours soutenu ma carrière dans le secteur de la technologie. Quand j'ai vu son nom clignoter sur mon écran, mes instincts se sont immédiatement aiguisés. Gideon, mon garçon, la voix profonde et rauque de Monsieur Corbin a résonné dans le haut-parleur alors que je répondais. J'espère que je n'interromps pas ta journée de travail. J'ai une question professionnelle assez pressante à te poser. Pas du tout, Monsieur Corbin. C'est toujours un plaisir de vous entendre. En quoi puis-je vous aider, ai-je demandé, gardant mon ton parfaitement professionnel. Eh bien, a-t-il commencé, s'arrêtant légèrement comme s'il choisissait ses mots avec un soin extrême. J'ai eu une réunion très intéressante ce matin. Ton frère Jess et un jeune homme nommé Zayn sont venus à mon entreprise pour présenter un projet de finance décentralisé appelé Nexus Coin. Ils demandaient un investissement de départ assez substantiel à 6 chiffres pour lancer leur pool de liquidité. J'ai senti mon cœur manquer un battement, mais j'ai forcé ma voix à rester complètement stable. Ah oui? Oui, a continué Monsieur Corbin, une pointe de confusion sincère s'insinuant dans son ton. Maintenant, Gideon, je te connais depuis longtemps.
Tu es un architecte de sécurité méticuleux et très conservateur. Mais Jess m'a remis un livre blanc sur papier glacé qui met en évidence ton visage et tes qualifications professionnelles en tant que directeur de la technologie et auditeur de sécurité en chef pour ce projet. Il a personnellement assuré à mon conseil d'administration que tu étais l'épine dorsale technique garantissant la sécurité de notre investissement. L'audace absolue m'a coupé le souffle. Jess ne ciblait pas seulement des gens au hasard sur Internet. Il essayait activement d'escroquer les amis les plus anciens et les plus riches de notre père en utilisant mon nom comme appât. Monsieur Corbin, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave, devenant mortellement sérieuse. J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Je ne suis pas le directeur de la technologie de NexusCoin. Je n'ai absolument aucune implication dans ce projet. Je n'ai jamais audité leur code. Je n'ai jamais approuvé leur plateforme, et je n'ai pas autorisé l'utilisation de mon nom, de mon image ou de mon historique professionnel dans leur support marketing. En fait, je suis en train de rédiger une mise en demeure avec mon avocat d'entreprise concernant cette question exacte. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Quand M. Corbin a finalement parlé, le ton amical et paternel avait complètement disparu. Il a été remplacé par la voix froide et dure d'un homme qui gérait des milliards de dollars et qui détestait qu'on lui mente. Êtes-vous en train de me dire, a dit lentement M. Corbin, que votre frère est entré dans mon bureau d'entreprise, m'a regardé droit dans les yeux, et a tenté de solliciter un investissement financier massif en utilisant des qualifications falsifiées et des approbations de sécurité fabriquées? Oui, monsieur. C'est exactement ce que je vous dis. Si vous avez besoin de preuves, je peux vous envoyer le journal du serveur montrant qu'il héberge secrètement cette arnaque sans ma permission, ainsi que la signature falsifiée qu'ils ont apposée à mon nom. Envoyez-le immédiatement à mon email privé, a exigé M. Corbin. Gideon, je suis vraiment désolé que vous ayez à gérer ça. Vous avez bâti une réputation stellaire et je ne laisserai pas ce garçon stupide la ternir dans mes cercles. Que allez-vous faire, ai-je demandé. Je siège au conseil consultatif des 3 plus grands réseaux de capital risque de l'Illinois, a déclaré M. Corbin, sa voix comme de la glace qui se fissure. D'ici 17 heures aujourd'hui, Jess et son petit partenaire Zain seront définitivement sur la liste noire de toutes les sociétés d'investissement légitimes, des syndicats d'investisseurs providentiels et des groupes de capital investissement du Midwest. Ils ne pourront pas lever un seul dollar pour s'acheter une tasse de café, et encore moins pour financer un jeton de crypto-monnaie frauduleux. Merci, Monsieur Corbin. J'apprécie votre discrétion, ai-je dit. Faites ce que vous avez à faire pour vous protéger, Gideon. Famille ou pas, la fraude reste la fraude. L'appel s'est terminé. Je suis resté assis dans mon bureau silencieux, un lent et sinistre sourire se dessinant sur mon visage. Jess avait essayé d'utiliser ma réputation comme un bouclier pour construire son faux empire. Au lieu de cela, ma réputation venait de devenir la boule de démolition qui a réduit son financement en poussière. Le piège était tendu. Les portes étaient verrouillées. Il était temps d'appuyer sur le bouton. Le vendredi matin est arrivé avec un ciel froid, gris et couvert, correspondant parfaitement à la température de zéro absolue de mes émotions. J'avais pris toute la journée de congé. J'ai préparé une grande cafetière de café, je me suis assis à mon immense poste de serveur, et j'ai méticuleusement mis en place les dernières pièces de ma frappe tactique. À exactement 9 heures du matin, j'ai donné le feu vert à mon avocat, Ethan. Simultanément, un huissier de justice est arrivé à la maison de mes parents dans la banlieue aisée. Ma mère a ouvert la porte en peignoir, s'attendant à une livraison de colis. Au lieu de cela, on lui a remis une enveloppe juridique épaisse et intimidante, adressée directement à Jess, nécessitant une signature à la réception. À l'intérieur se trouvait la mise en demeure lourdement formulée, menaçant d'une action civile ruineuse immédiate pour vol d'identité, diffamation d'entreprise et fraude électronique. Pendant que l'huissier s'éloignait du porche de mes parents, j'ai cliqué sur « Envoyer » dans mon client de messagerie. En utilisant les données que j'avais récupérées du serveur brûlé, j'avais compilé une liste de diffusion cachée de chaque investisseur potentiel, modérateur de forums crypto, et trader amateur que Jess avait contacté au cours des 3 derniers mois. Je leur ai envoyé un seul email en copie carbone invisible. Il était complètement professionnel, dépouillé de tout drame familial émotionnel. Objet, avis de sécurité urgent concernant les affirmations frauduleuses de NexusCoin. Acquis de droit. Il a été porté à mon attention que mon nom, mon image professionnelle et mes qualifications d'entreprise sont utilisées pour solliciter des investissements pour un projet connu sous le nom de NexusCoin. Veuillez être avisé que moi, Gideon,
n'ai absolument aucune affiliation avec ce projet. Je n'ai pas audité leur sécurité. Je ne suis pas leur directeur de la technologie, et je considère toute affirmation contraire comme entièrement frauduleuse. J'ai chargé mon conseiller juridique de poursuivre les fondateurs pour vol d'identité. Veuillez gouverner vos décisions financières en conséquence. J'ai joint une copie en filigrane de la mise en demeure à l'email. Puis j'ai exécuté la manœuvre finale, la plus dévastatrice. J'ai pris l'énorme classeur physique de 300 pages que j'avais montré à l'oncle Méric, celui qui contenait les journaux du serveur, les signatures falsifiées, les SMS menaçants, et le reçu de la machine à 15 000 $ que Jess avait détruite, et je l'ai confié à un coursier express. Il était adressé à mon père, Théron, marqué « personnel et confidentiel ». À midi, les explosions numériques ont commencé à détonner. Mon téléphone, qui avait été relativement silencieux pendant 2 jours, a soudainement éclaté. L'écran s'est illuminé d'un barrage sans fin de notifications. Jess appelait. Un appel manqué, 5 appels manqués, 12 appels manqués. Je n'ai répondu à aucun. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé l'écran clignoter, ressentant un sentiment de paix profonde et écrasante. Puis les SMS frénétiques ont commencé à affluer. Le ton arrogant et suffisant qu'il avait utilisé à la fête était complètement éradiqué, remplacé par une panique brute et pure. Gideon, bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Décroche le téléphone. Tu as sérieusement envoyé un huissier chez maman et papa? Tu es fou? Tu fais peur à maman, frérot. S'il te plaît, appelle-moi. Les investisseurs se retirent. Zayn est en train de paniquer. Tu as envoyé un email à toute notre liste de diffusion. Tu es littéralement en train de ruiner toute ma vie en ce moment pour un stupide ordinateur cassé. Je te rembourserai le serveur. Rétracte juste l'email. S'il te plaît, Gideon. Je peux aller en prison pour ça. J'ai lu chaque message. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti aucune pitié. J'ai juste senti le poids lourd et satisfaisant de la justice rééquilibrer la balance après 34 ans d'inégalité flagrante. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone, j'ai navigué jusqu'au contact de Jess, et j'ai fermement appuyé sur « Bloquer l'appelant ». J'ai fait de même pour ma mère, ma tante Amara, et le groupe de discussion familiale. Je voulais un silence absolu pendant que la réalité des actions de leur fils prodige s'abattait enfin sur leur tête. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux, et j'ai laissé le doux bourdonnement de mon nouveau serveur m'envahir. L'opération était un succès complet. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. S'il vous plaît, commentez, je suis là. C'est un code secret pour les spectateurs qui sont restés jusqu'à la fin. Je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire avec le mot-clé « Je suis là ». Revenons à l'histoire, car la réaction de mes parents est quelque chose que vous ne voulez absolument pas manquer. Le samedi soir est tombé sur la ville, apportant avec lui une atmosphère tendue et lourde. J'étais assis dans mon salon à lire un livre, entièrement déconnecté du chaos que j'avais déclenché, quand mon téléphone portable a vibré sur la table basse. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de l'oncle Méric. Je l'avais brièvement débloqué, sachant qu'il assistait à un dîner de famille prévu ce soir-là chez mes parents. J'ai répondu à l'appel. « Allô, oncle Méric. » Gideon, a chuchoté Méric d'urgence, sa voix étouffée et tendue. « Je suis dans la cuisine de tes parents. Le colis que tu as envoyé est arrivé il y a environ 1 heure. Ton père vient de l'ouvrir dans le salon. Je vais laisser mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, face au couloir. Ne dis pas un mot. Tu dois entendre ça. » La ligne est devenue silencieuse un instant, suivie du son étouffé du téléphone posé sur une surface dure en granit. Puis l'audio du salon est parvenu clairement à travers le haut-parleur. C'était comme écouter la retransmission en direct d'un empire en train de s'effondrer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a résonné la voix de mon père. Théron parlait habituellement d'un ton doux et non conflictuel. Mais en ce moment, sa voix était tendue, tremblant d'un mélange de confusion et d'horreur croissante. « Jess, qu'est-ce que je suis en train de regarder, exactement ?»« Ce n'est rien, papa, » a balbutié Jess. L'assurance du beau parleur avait entièrement disparu. Il ressemblait à un enfant de 12 ans terrifié, pris en train de voler dans la caisse. Gideon est juste fou. Il est en colère parce que j'ai renversé du vin sur son ordinateur. Alors, il a fabriqué tous ces faux documents pour essayer de me créer des ennuis.
Tu sais à quel point il est jaloux. Fabriqué? La voix de mon père a soudainement claqué comme un fouet, plus fort que je ne l'avais jamais entendu de toute ma vie. Ceci est un affidavit de mise en demeure sous serment d'un cabinet d'avocats d'affaires du centre-ville de Chicago. Ceci est une impression physique d'un livre blanc d'investissement avec le visage de ton frère dessus. Jess, il y a une signature au bas de cette page. As-tu falsifié la signature de ton frère pour solliciter de l'argent auprès d'investisseurs? Tyrone, s'il te plaît, est intervenue ma mère, Geneviève. Sa voix était stridente, désespérée de maintenir l'illusion. Ne lui crie pas dessus. Tu lui fais peur. Je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement raisonnable à tout ça. Gideon exagère toujours tout pour faire passer Jess pour le méchant. Geneviève, tais-toi, a rugi Tyrone. Le volume de son cri a fait saturer et distordre l'audio de mon téléphone pendant une seconde. En 34 ans, je n'avais jamais entendu mon père élever la voix sur ma mère. Il y eut un silence stupéfait et haletant dans le salon. Je me suis penché plus près du téléphone, retenant mon souffle. Geneviève, regarde ça, a poursuivi Tyrone, sa voix tombant dans un calme terrifiant et mortel. Regarde les journaux du serveur IP. Regarde les SMS où il admet avoir détruit une machine de 15 000 $. Comprends-tu ce que ton fils a fait? Il n'a pas seulement cassé un jouet. Il a commis une fraude électronique fédérale. Il a commis un vol d'identité. Il a essayé d'escroquer Arthur Corbin, mon plus vieil ami, de 100 000 $ en utilisant la réputation de Gideon comme bouclier. Si Gideon n'avait pas arrêté ça, Jess risquerait 10 à 20 ans dans un pénitencier fédéral, et la SEC saisirait cette maison pour payer les dommages. Non, non, ce n'est pas vrai, ma mère a commencé à sangloter doucement. C'est juste un garçon qui essaie de lancer une entreprise. Il a fait une erreur. Il a 26 ans, a crié Tyrone. Le son d'un lourd classeur claquant violemment sur la table basse en bois a résonné dans toute la maison. C'est un homme adulte, et nous sommes restés là à tolérer ce comportement toute sa vie. Nous avons trouvé des excuses quand il a ruiné les vêtements de son frère. Nous avons payé les dommages quand il a accidenté la voiture. Nous avons dit à Gideon d'être plus grand que ça à chaque fois que cette pathétique excuse d'homme piquait une crise. Nous avons créé un monstre, Geneviève. Et maintenant, le monstre est sur le point de mettre toute notre famille dans le collimateur du gouvernement fédéral. J'étais assis dans le noir, mon cœur battant à un rythme régulier et lourd contre mes côtes. Toute ma vie, j'avais attendu que mon père voie la vérité. J'avais désespérément voulu qu'il se lève et reconnaisse le double standard angoissant qui régissait notre famille. L'entendre dire ces mots, l'entendre enfin briser l'illusion et tenir Jess pour responsable, fut le moment le plus profondément validant de mon existence. Jess, a dit mon père, sa voix froide et dépourvue de toute chaleur paternelle. Dis-moi la vérité, tout de suite. Où est l'argent que tu as collecté jusqu'à présent? Nous devons engager un avocat de la défense immédiatement pour t'éviter les menottes. Le silence qui a suivi la demande de mon père était si lourd qu'il en était suffocant, même à travers le petit haut-parleur de mon téléphone. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans l'esprit paniqué de Jess alors qu'il réalisait que les murs se refermaient complètement sur lui. J'ai le capital de départ, a finalement balbutié Jess, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Zayn et moi avons collecté environ 40 000 $ auprès de quelques groupes de crypto-amateurs en ligne avant que Gideon n'envoie cet email de fou et ne ruine tout. Les fonds sont dans un portefeuille de liquidité décentralisé. Nous pouvons utiliser ça pour payer les avocats. Papa, je te promets que je peux arranger ça. Ouvre le portefeuille, a ordonné Tyrone, son ton ne laissant absolument aucune place à la discussion. Montre-moi le solde, tout de suite. Nous devons le transférer sur un compte sécurisé avant que les investisseurs n'essaient de geler les actifs. À travers le téléphone, j'ai entendu le faible bruissement de tissu alors que Jess sortait son téléphone portable de sa poche. J'ai entendu le tap-tap-tap de ses doigts entrant frénétiquement un code. Puis quelques secondes de silence angoissant. Et puis un son que je n'oublierai jamais. C'était un halètement guttural et aigu, quelque part entre un étouffement et un sanglot, s'échappant de la gorge de Jess. Non, a chuchoté Jess, sa voix se brisant complètement. Non, non, non. Ce n'est pas possible. L'application doit boguer. Qu'est-ce qu'il y a demandé ma mère, sa voix empreinte d'une nouvelle panique. Jess, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parti,
a dit Jess, en hyperventilant. Le portefeuille est complètement vide. Le solde est à 0. Comment ça, 0, a exigé Tyrone, sa voix s'élevant à nouveau. Où sont passés les 40 000 $? Zayn, a étouffé Jess, semblant être au bord d'une crise de nerfs totale. Zayn avait la phrase de récupération maîtresse. Quand Gideon a envoyé cet email de masse et la mise en demeure à tous les investisseurs, Zayn a dû le voir. Il savait que l'arnaque était grillée. Il a vidé tout le pool de liquidité et a transféré la crypto vers un mixeur offshore intraçable. Son numéro de téléphone est déconnecté. Il est parti, papa. Il a tout pris et s'est enfui. Je me suis adossé à mon canapé et j'ai couvert ma bouche, totalement incrédule. Le rebondissement ultime. Jess se croyait le cerveau d'une brillante escroquerie financière. En réalité, il n'était que l'idiot utile d'un voleur ordinaire. Zayn avait laissé Jess prendre tous les risques, mettre le nom de sa propre famille en jeu. Et à la seconde même où la pression est montée, Zayn a pris l'argent et a disparu dans le vent numérique, laissant Jess faire face aux investisseurs en colère et aux conséquences juridiques, entièrement seul. Oh mon Dieu, s'est lamentée ma mère, saisissant enfin la réalité terrifiante de la situation. Nous sommes ruinés. Il va aller en prison. Non, a dit Tyrone. Sa voix n'était plus en colère. Elle était creuse, défaite, et incroyablement fatiguée. Nous ne sommes pas ruinés. Je ne vais pas dépenser mes économies de retraite pour engager des avocats hors de prix pour nettoyer un crime fédéral. J'en ai fini. Tyrone, tu ne peux pas être sérieux, a plaidé ma mère, pleurant maintenant hystériquement. C'est notre fils. C'est un criminel qui a essayé de détruire son propre frère, a répondu froidement Tyrone. Jess, monte. Fais tes valises. Je veux que tu sois hors de cette maison dans 30 minutes. Je te prends les clés de la maison et je te prends les clés de la voiture que je t'ai achetée. Tu vas te débrouiller pour survivre dans le monde réel et tu vas faire face aux conséquences de tes actes sans mon portefeuille pour te protéger. Papa, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent, a supplié Jess, sanglotant ouvertement. 30 minutes, a répété Tyrone, sa voix de pierre. Ou j'appelle la police moi-même et je les laisse régler cette histoire de fraude électronique. J'ai entendu des pas lourds monter les escaliers, suivis par les bruits frénétiques de tiroirs ouverts à la volée et de vêtements fourrés dans des valises. En bas, ma mère pleurait de manière incontrôlable. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'a pas couru après lui. Elle ne l'a pas défendu. Le charme était enfin rompu. L'oncle Méric a tranquillement repris le téléphone du comptoir de la cuisine et est sorti par la porte arrière dans l'air frais de la nuit. Tu as entendu tout ça, a murmuré Méric dans le récepteur. J'ai entendu chaque mot, ai-je répondu, ressentant une étrange sensation de vide dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du triomphe. C'était juste un sentiment écrasant de clôture. Le lendemain matin, le groupe de discussion familiale, qui avait été si prompt à me condamner comme un monstre égoïste quelques jours auparavant, était aussi silencieux qu'un cimetière. La nouvelle s'était répandue rapidement. Tante Amara a discrètement retiré Jess de ses amis sur Facebook et Instagram. Les cousins qui admiraient autrefois le fils prodige n'avaient soudainement plus rien à dire. Les singes volants s'étaient complètement dispersés, terrifiés d'être associés à la zone d'impact d'une arnaque crypto ratée. Le roi avait été violemment détrôné, et il l'avait fait entièrement lui-même. Cela fait exactement 6 mois depuis la nuit où Jess a quitté la maison de nos parents avec rien d'autre que 2 valises faites à la hâte et les vêtements qu'il portait. Beaucoup de choses peuvent changer en 6 mois quand on arrête enfin de porter le poids mort d'une famille toxique. J'ai entendu dire par la bande, principalement via l'oncle Méric, le seul parent avec qui je parle encore régulièrement, que la vie de Jess a pris une sévère pente descendante. Sans mes parents pour financer son style de vie ou lui fournir un toit confortable, la réalité l'a frappé comme un train de marchandises. Les investisseurs amateurs en colère ont finalement réalisé qu'il était impossible de tracer la crypto volée à travers des mixeurs offshore. Ils ont donc abandonné les menaces de poursuites fédérales, mais les dommages à sa réputation ont été permanents. Il est officiellement sur la liste noire de tous les cercles de la technologie, de la finance et des startups de l'État. Aux dernières nouvelles, Jess vivait dans un studio exigu et moisi à environ 300 miles de là, dans l'Ohio, travaillant de nuit au drive d'une chaîne de restauration rapide. Il est noyé sous les dettes de cartes de crédit et prend les transports en commun parce qu'il ne peut pas se permettre une voiture.
Le rictus arrogant qui définissait autrefois toute sa personnalité a été complètement effacé par le labeur brutal et impitoyable du monde réel. Quant à moi, je suis dans mon tout nouveau bureau agrandi. La lumière du soleil matinal se déverse à travers les grandes fenêtres, illuminant le boîtier noir et élégant de mon cluster de serveurs cryptés de qualité militaire. Il fonctionne si silencieusement qu'on entend à peine les ventilateurs. Le contrat de 250 000 $ que j'ai signé au milieu du chaos a été un énorme succès. J'ai livré le projet en avance, bien en dessous du budget, et sans aucune faille de sécurité. Ce seul succès a fait boule de neige, menant à 3 autres clients d'entreprises très bien payés. Mon entreprise est florissante. Mes comptes en banque sont sécurisés, et plus important encore, ma santé mentale n'a jamais été meilleure. Je n'ai jamais cherché à détruire mon frère. Je n'ai jamais voulu briser ma famille. Tout ce que je voulais, c'était un respect élémentaire et le droit de jouir des fruits de mon propre travail acharné. Mais j'ai appris une leçon très dure et très précieuse au cours des 6 derniers mois. Les limites ne se construisent pas en un seul moment dramatique de colère explosive. Elles ne se construisent pas en criant sur des gens qui refusent d'écouter. Les limites se construisent à travers une centaine de décisions calmes et résolues d'arrêter de laisser les gens vous traiter comme si vous leur deviez toute votre existence. Parfois, la vengeance la plus puissante que l'on puisse prendre contre quelqu'un qui vous manque constamment de respect n'est pas de lui crier dessus ou d'essayer de ruiner sa vie. La chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire est simplement de vous en aller. De couper l'approvisionnement sans fin de votre temps, de votre argent et de votre énergie, et de les laisser se détruire eux-mêmes avec leur propre incompétence. Je l'ai fait calmement, complètement, et sans jamais élever la voix. Récemment, cependant, le silence absolu de mes parents a commencé à se fissurer. La semaine dernière, c'était mon 35e anniversaire. Pour la première fois depuis des années, un colis est arrivé à ma porte qui n'était pas une demande de service. C'était une bouteille de scotch très chère, accompagnée d'une carte manuscrite de mon père et de ma mère. La note était incroyablement courte, dépouillée de toutes les habituelles tentatives de culpabilisation et de manipulation émotionnelle. Gideon, nous sommes si incroyablement désolés pour tout. Nous étions aveugles et nous avions tort. Tu nous manques terriblement. Si jamais tu trouves la force dans ton cœur, nous aimerions beaucoup t'inviter à dîner. Sans pression. Avec amour, maman et papa. Je n'ai pas ouvert le scotch, et je n'ai pas répondu à la carte. Elle est actuellement sur mon îlot de cuisine, un monument silencieux à un pont qui a été réduit en cendres et qui tente maintenant lentement, avec hésitation, d'être reconstruit. Je n'éprouve plus de colère explosive à leur égard, mais la confiance est une chose fragile, et une fois brisée, il est incroyablement difficile de la reconstituer. Ce qui m'amène à la fin de mon histoire, et je me trouve véritablement tiraillé sur la marche à suivre. Je veux demander à la communauté son point de vue. Qu'en pensez-vous? Devrais-je donner une seconde chance à mes parents, accepter le dîner, et voir s'ils ont vraiment changé leurs habitudes toxiques? Ou est-ce trop peu, trop tard, et devrais-je garder la porte définitivement fermée pour protéger la paix que j'ai si durement gagnée? Faites-moi part de vos opinions honnêtes dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté mon histoire sur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Restez fort, protégez votre paix, et ne vous excusez jamais de fixer des limites.